Donc, il était 20 minutes pour laisser la place, je pense, aux questions d'agréation ou simplement de partager ce que j'ai comme ça nous enseigné. Ma part, pour commencer un peu à lancer, ben oui, j'ai eu la métaphore comme ça d'un moteur diesel qui était assez lent pour démarrer. Évidemment, avec le temps qui passe, ben oui, il y a l'anticipation de pouvoir comme ça rassembler tout ce que j'avais pu comme ça dire, et on se rend compte qu'une journée ou une semaine ne serait pas de trop pour parler, je pense, de tous les enjeux, non seulement de la formation personnelle, mais en lien avec c'est quoi la formation théorique, mais c'est quoi en lien la formation pratique, et c'est quoi, je dirais, ce duplicant que représente la formation de formateur. Je vois qu'il y a vraiment toute cette mise en abîme que peut représenter à la fois les intuitions et aussi cette pratique et cette transmission plutôt couturier. Et c'est clair que dans ce que moi j'ai pu voir, alors c'est vrai, je ne vais pas reprendre, mais cette notion de cadre interne que représente la formation personnelle, et que vraiment, je trouve que de pouvoir jouer continuellement sur cette dialectique entre le cadre externe et le cadre interne, avec ce que Socrate nous avait dit, ben, apprends-toi à te connaître toi-même. Et que tant qu'on ne se sait pas, je dirais, ben, c'est beaucoup de temps perdu, mais aussi comment se laisser aussi connaître, et que quand la formation personnelle, ben oui, c'est aussi découvrir les parties cachées de soi, soit qu'on a refoulé, soit qu'on a enfoui, et que je crois vraiment que le corps des autres et le corps du groupe est aussi, je pense, quelque chose d'assez fantastique, en tout cas qui permet comme ça d'aborder ou d'aborder, mais c'est quoi l'image inconsciente qu'on a de soi. Ça, c'est vraiment, c'est pas tout se connaître, mais comment on peut mesurer tout ce qu'on ne sait pas de soi, qui va être réveillé ou révélé. Alors, de façon, alors c'est bien d'être heureux, mais si on est aussi un monstre, ou si c'est trop peur, ou ce qui est, je crois, le plus difficile, c'est mesurer notre surmoi corporel. Donc, comment, dans notre système d'attitude, on ne va pas éveiller suffisamment de réassurance, et c'est là où je trouve le prodige dans la formation, je pense, de couturier, c'est qu'en dernière année, quand il faut faire son mémoire, ben, comme j'expliquais, ben, c'est pas faire de couturier, mais c'est comment je peux faire de l'Hubert Boutsen. C'est comment, dans le cas de supervision, je ne vais pas venir raconter de façon verbale ce que j'ai vu, entendu, perçu. C'est comment un retour vidéo va montrer ce qu'on croyait au départ le système d'attitude de l'enfant, mais non, c'est le système d'attitude de l'adulte avec le système d'attitude de l'enfant pour repérer ce processus de symétrie, qui n'est pas que les miroirs, mais aussi l'asymétrie et les ruptures. Alors je crois vraiment que ce que je vais retenir avant de laisser la parole, c'est comment le geste est à la fois un geste d'offrande et de réception et de recevoir. Bon, ça montre bien tout l'enjeu de l'expressivité motrice, et je crois que ce qui est vraiment aussi bien défini, comment tout le jeu, je dirais, de construction est vraiment aussi important que le jeu à la fois de déconstruction, enfin j'ai bien quand tu arrives à jusqu'où on peut construire et jusqu'où on peut ranger. Moi, dans le cadre de mes séances plutôt d'intervention thérapeutique, j'ai des enfants, les parents à comprendre, mais est-ce qu'un enfant va construire pour voir jusqu'où ça va te dire décasser, ou jusqu'où ça va tenir, et jusqu'où tout ce processus de montrer, mais qu'est-ce qui est suffisamment solide pour rester ou pour ne pas tenir en équilibre, pour parler de tous les déséquilibres d'avant, et donc de tout ce qui était comme ça des moments d'explosion. Voilà, je trouve que pour terminer, pour le Z, c'est vrai que la formation au couturier m'a surtout appris à mettre mon costume de Zorro et de Batman, je dirais, dans l'armoire. Parce que voilà,
d'apprendre aussi à faire avec ce que j'étais, avec ce que l'enfant était, avec des enfants qui sont vraiment dans des détresses. Donc comment je peux accepter de ne pas ni être Batman ni Zorro pour trouver des solutions des détresses qui sont de l'ordre parfois de l'impensable et qui vont se traduire par des processus alors soit de pseudo-civilisation, donc ce qui met à mal tous ces processus de représentation. Donc voilà, c'est dans ce sens-là quelles sont, je dirais, nos limites ou les limites de cette pratique, alors qu'elle donne des outils vraiment pour aller profondément, je pense alors, ce que j'appelle, ou ce que Maurice Berger va parler, des angoisses de non-assignation, c'est-à-dire les enfants qui n'ont pas été signés, pour lesquels ils n'ont pas été pensés, et que c'est vrai comment à ce moment-là ils se retrouvent que dans vraiment des processus pas de capacité à être seul. C'est en deçà de la solitude, c'est comment on peut les rejoindre dans de l'essolement. T'es seul, ben oui, t'es seul aussi, enfin, jusqu'où on peut aller les rejoindre là, en espérant de cesser peut-être cette dérive, mais là évidemment, tout va dépendre de la cohérence des relais, je pense dans les relais que peuvent représenter les différents accords de la valse à 4 temps, mais quels sont les relais dans le quotidien, dans la journée des enfants. Je crois que j'ai beaucoup apprécié aussi quand tu as dit à quel point, dans la proposition, je pense, de psychomotricité, dans une salle intelligente, contenante, où on est disponible, c'est du luxe. Et que je crois que c'est comment on arrive à montrer que ce n'est pas du luxe parce que c'est l'essentiel, et comment cet essentiel peut s'intégrer dans les institutions. Je crois que c'est vraiment à réfléchir, et ça se passe. Hein. J'ai été voir dans un service d'accueil de la Croix-Rouge un ensemble, un espace de psychomotricité où tu serais malade de voir tout ce que tu n'as pas. Parce que c'est prodigieux et que ça vaut vraiment la peine d'aller le voir et qu'on puisse proposer ça à des enfants, en tout cas qui sont dans des parcours comme ça, d'immigration, d'exil. Donc ça s'intègre. Enfin, il y a quelque chose vraiment, mais c'est vrai quand j'aurais dit qu'ils étaient en avance de 2 décennies sur les santé mentale. Je peux gérer parce que c'est vrai que voilà, c'est quoi une salle intelligente, c'est quoi cet espace intelligent, et ils allaient bien encore plus loin dans tout ce qui était de la sensorialité, donc au niveau des odeurs, au niveau des formes, au niveau des goûts, et que là, et vraiment ils apprenaient à ce moment, les enfants apprennent à se débrouiller avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire des fonctions parentales à trous, quelles que soient les raisons de l'exil, de l'immigration, de la migration ou de l'achat. Voilà. J'aime bien ce que tu dis sur la sensorimoteur, parce que le pilier sensorimoteur, je pense qu'on l'a un peu, parfois, limité à notre esprit. Oui. Et que c'est le moment, ici, puisqu'on est ensemble, de penser comment on pourrait, en effet, je suis content de t'entendre dire, la sensorialité devrait être beaucoup plus encore mise à l'expérimentation pour les enfants. Et je le dis parce que nous avons vécu, les formateurs, une formation personnelle, que j'ai déjà fait essayer 2 fois, sur cette sensorialité. C'est-à-dire goûter, entendre, sentir, le toucher. Et il y a moyen vraiment, et pour ça il faut que vous viviez l'expérience. Il faut que vous viviez l'expérience de manger dans une extrême lenteur. Maintenant on a tendance à parler de la pleine conscience, c'est un peu de ça. Il s'agit. C'est-à-dire de prendre ce temps, parce qu'il faut se remettre dans le développement de l'enfant, comment ce liquide est rentré, comment cet objet plus dur a été perçu au moment où il change d'alimentation, et de revivre cette situation d'être alimenté par l'autre ou par soi ou par l'autre, qui est une richesse incroyable. Et je cherche pour l'instant comment on pourrait améliorer la sensorialité, et je pense beaucoup, parce que je suis beaucoup dans les crèches en ce moment. Par exemple, au niveau sonore, c'est une catastrophe parce que dans toutes les crèches. C'est-à-dire que comme ici, c'est très agréable ici. Vous sentez, je ne sais pas, vous écoutez le son. En tout cas, d'ici, c'est très agréable. Donc, c'est qu'on a pensé à l'isolation phonique et la capacité d'absorber les sons. Parce que si vous mettez les jeunes enfants, un qui pleure, un autre qui crie, un autre qui laisse tomber, l'agricultrice qui s'énerve et qui se met aussi à crier, c'est du plus.
Et au niveau sensoriel, c'est une fatigue pour le personnel, et on doit soigner le personnel tout autant que les enfants. C'est une fatigue pour les enfants, et qui n'est pas visible. C'est quelque chose comme ça, on s'habitue. Est-ce que je peux... Oui, oui. C'est peut-être pas mon temps. Si. Non, mais je pose la question à propos de la sensorialité. Il me semble qu'en séance, moi je ne fais pas des séances type 25 ans, mais dans la séance, les enfants lèchent, ils sucent, ils goûtent. Et quand je les vois dans le coussin, aussi bien les enfants que les adultes, quand ils sont... Je veux dire, moi j'ai vécu des choses comme ça, mais on est plein d'odeurs. On est plein de l'odeur de l'autre et on va le chercher. Et quand on rentre chez soi, on est encore rempli de ça. Et du goût d'aller sucer le bras de quelqu'un, ou toutes ces choses très, très régressives, archaïques. Je ne sais pas si on doit aller dans la pleine conscience, ajouter un morceau de chocolat pour en arriver là. Et moi, je pense que c'est naturel et l'enfant, il lasse. Et comme vous ouvrez tellement le cadre et le vivant avec vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, bien sûr, le son, on peut éduquer, on peut avoir des gonds, on peut avoir des instruments de musique et des choses comme ça, mais vous avez déjà beaucoup, vraiment. Mais je rebondis, si tu veux bien, sur une supervision de la semaine passée, dans une crèche, et voilà qu'arrive les questions d'odeur. En effet. Les enfants qui pètent. Alors, la productrice me dit, je ne supporte plus son odeur. C'est impossible. On a déjà tout essayé. Dès qu'il arrive, il y a une odeur vraiment particulière. Quand il quitte, j'ai l'impression d'être imprégné par cette odeur. C'est une odeur désagréable. Donc on a déjà essayé de le changer. Mais j'étais un peu perdu, je veux dire. Parce que comment tu peux travailler ça? Parce qu'il y a une réalité. Mais maintenant, tu le sens mauvais, moi je le sens un peu moins mauvais, toi tu sens très mauvais. C'est un langage. Hein, il y a un certain nombre de... C'est le langage de l'attachement, l'odeur. Et donc quand l'enfant dégage une odeur qui déplaît à la puéricultrice, c'est vraiment quelque chose de l'attachement qui ne se passe pas ou qui se passe à l'envers. Oui, parce qu'après, ils ont envie d'en parler un peu de la famille, et j'ai bien vu qu'il y avait une difficulté, en tout cas, c'était le papa qui venait conduire l'enfant, et c'était assez difficile de rentrer en contact avec cette personne. Mais je dirais que c'est parti de l'odeur, tu vois. C'est parti de l'odeur, il ne faut pas oublier ça. Mais c'est vrai ce que tu dis que vous avez la loupe ou l'objectif sur le moteur, le psychomoteur, mais il y a tout qui est là et c'est tout. Il n'y a rien à en faire. Il y a juste le recevoir. Je vais rebondir parce que c'est vrai que tu vas vraiment tomber en pamoison si tu vas donc à Ivoire au centre de la Croix-Rouge. Parce que non seulement ils ont un espace où il y a des espaces à la fois de senteurs, ils ont cet espace à la fois de sensorimotricité, à la fois spontanée, mais aussi avec tout le cadre. Et au plus profond de cet espace de sensorimotricité, où à la fois le jeu d'action, ils ont développé un snoozologie. Et non, ce qui est assez prodigieux et assez exceptionnel, c'est qu'ils ont réussi à trouver du pognon, et que c'est Sodexo qui a, comme mécène, qui a fait vraiment... non, c'est dans ce sens-là qu'il y a des choses qui avancent. Je crois que, et en même temps, c'est intéressant avec cette notion, à un moment donné, dans toutes ces réflexions que faisait la Croix-Rouge par rapport à ce centre d'exil, c'est comment à la fois on permettait aux enfants de ne pas être tout le temps, constamment attentifs à la dépression parentale. Et comment ils pouvaient profiter à la fois de cet espace, plus l'espace scolaire qu'ils ont fait, cet espace social, l'espace scolaire, pour arriver à ce comment, avec, je pense, d'avoir été lâché par les circonstances de la société, de l'histoire, que vous voulez, moi je m'en fous, mais comment on arrive à pouvoir se les représenter pour offrir cet accès, ce que d'habitude un nursing, je dirais, relationnel, normal, apporte, puisque ça va créer et le schéma corporel, et le schéma corporel des sensations, du tactile, de ce que, au niveau de cette sensorialité, et ça allait même jusqu'à de tout ce qui est sensations viscérales. C'est pas rien que proprioceptif, c'était aussi viscéral par rapport à toutes ces sensations de digestion et de nourriture.
Ben voilà. Mais moi j'ai envie de dire encore que j'étais très intéressée par la complémentarité de vos deux interventions et je trouve que ça donne une bonne image, une bonne sensation. Moi ça m'a donné beaucoup d'images et de sensations de vous entendre tous les deux. Et j'aimerais avoir un peu là en face qu'est-ce qui se passe, quelles sont vos réactions, comment vous avez reçu ça par rapport à vos pratiques. J'ai envie de... En fait, c'est un peu intéressé parce que je me demande aussi ce que je vais vous raconter tout à l'heure. Donc, j'aimerais savoir où vous en êtes. Ça ne marche pas? Si, il cherche le micro. Ah, j'ai vu le bouton punch. Je trouvais très intéressant ton intervention. J'ai oublié ton prénom, Connie. Cotonnet. Peut-être que vous pouvez partir d'une association que vous avez fait auquel je n'ai pas du tout pensé. Oui. Ça, Mais je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit là juste à l'instant, sur le côté sensoriel. Moi je travaille avec des enfants sourds, malentendants, sur nécessité. Et ce côté travail sensoriel est vraiment indispensable. Des enfants qui sont vraiment en grande souffrance. Et donc effectivement, tout ce qui est léchage, aller baver sur les choses, aller récupérer cette bave, aller sentir, aller venir nous sentir. Donc c'est vraiment un travail qu'on a au quotidien avec ces enfants. Et au-delà de tout ce côté de la motricité, où on a des enfants qui n'arrivent pas, parfois très peu, à se mouvoir corporellement, et donc on est plus sur quelque chose de sensoriel. Voilà, j'avais juste envie de partager. Oui. Je me demandais quand on parlait des odeurs, parce que j'ai vraiment des odeurs qui sont très difficiles à accepter, et ça m'est arrivé une fois où c'était vraiment une odeur de pipi de chat bien prononcée, et c'était un enfant qui était dans un foyer, qui avait des retours en famille, et c'était dans ces moments de famille qui s'imprégnait de cette odeur. Et donc une fois je me suis dit qu'est-ce que je fais, et je lui en ai parlé, et alors là c'était aussi une liberté, tu la sens, moi aussi je la sens et elle est désagréable, et je me dis tiens aussi quand je pense à la péricultrice, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette odeur? Il y a quelque chose où aussi on peut se rencontrer même si elle est déplaisante dans un premier temps, et c'est pas évident d'aller au-delà, mais voilà, je trouvais ça riche de parler de l'odeur, de l'engagement, et jusqu'où aussi nos limites, parce que parfois voilà, on a aussi nos propres limites, et d'y aller, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce qu'une odeur, ça ne se change pas, on a notre odeur personnelle, mais les odeurs, voilà, on prend d'ailleurs, mais est-ce qu'elles nous conviennent ou pas? Est-ce qu'on peut aider? Est-ce qu'on a aussi dans la sensorialité un devoir, pas un devoir, mais est-ce que ça a du sens de transformer ou de sensibiliser si elles sont désagréables? je crois qu'on est dans l'archaïque de l'archaïque. Il y a quelqu'un? Oui. Il y a quelqu'un qui... Je ne parlais pas de sensorialité, je sors de ce sujet-là. Peut-être que... Et moi, c'était plus une réflexion, un questionnement. En fait, on parle de cadre, on parle de notre cadre. Et je me disais aussi, mais au fond, quelles sont peut-être les limites de notre pratique? Où est-ce que le cadre que nous apportons est peut-être plus adapté? À partir de quand il y a une non-indication, peut-être? Et je pense souvent à ça par rapport à des enfants qui sont très très hyperactifs, par exemple. Et j'ai parfois l'impression que le cadre qu'on apporte, ça ne matche pas. C'est une question difficile, une question qui a souvent été posée parce que comme on ne part pas d'éléments de diagnostic précis en pratique psychomotrice, ce serait plus facile de se dire voilà, telle catégorie ne peut pas venir. Donc la tendance est plutôt de dire, j'essaie de lier les deux questions. Quand c'est par exemple l'odeur l'archaïque le plus profond, on a une limite. Moi j'ai bien aimé Hubert quand tu as dit j'ai enlevé
ma carte de Zorro. Il ne faudrait pas donner l'illusion aussi que la pratique psychomotrice est capable de répondre à tout. Il ne faudrait pas donner l'illusion, parce qu'on a fait une formation, qu'on est capable d'accepter tous les enfants, tous les profils, si je puis dire, toutes les histoires. Il y a des histoires qui rebondissent, résonnent trop avec la nôtre, parfois, ça peut arriver. Il y a des histoires, au contraire, qui ne réveillent pas trop, je dirais, de résonance. Bien sûr, c'est toujours la question de la formation, de la supervision, du regard sur soi, qui peut élargir le spectre, bien évidemment. Et quels sont les enfants qu'on pourrait ne pas suivre? Parce qu'il y en a. Il y a des ruptures de... C'est quelque chose dont on parle très peu aussi, la rupture d'un suivi. Parce que c'est toujours vécu de manière, je dirais, assez... je cherche le mot qui convient. Est-ce que c'est le mot dramatique qui convient? Est-ce que c'est le mot culpabilisant qui vient? Est-ce que c'est le mot souffrance, rupture brutale, etc. Mais des ruptures de soins, il y en a. Donc, peut-être qu'il y a une responsabilité aussi, je dirais plutôt aussi de notre côté, à mieux accompagner aussi ce moment-là. Comment? Parce qu'il peut se passer des choses qui sont bonnes, c'est pas pour ça que, je veux dire, il ne faut pas nécessairement faire un traitement de 3 ans pour avoir des résultats, ceci dit. Vous avez tous vu des enfants en observation, et après une séance, les parents vous disent quelque chose a changé. Ça, j'ai des témoignages vraiment récurrents de cette... alors, est-ce que c'est objectif, est-ce que c'est subjectif, est-ce que c'est interprétatif, peut-être? Toujours est-il que si à un moment on vous dit, mais, vous savez, il est changé, il a changé ou pas, ce qui est important, c'est qu'il a changé là, dans la tête et le cœur de la maman. Quand même, j'ai envie de rebondir à votre question. Effectivement, la mettre en lien avec la question de nos limites et de notre tolérance, la limite de notre tolérance physique, émotionnelle. Et je pense que le modèle au couturier en lui-même, il n'a pas franchement de limite en lui-même, mais que le thérapeute a ses limites. Ça fondamentalement. Maintenant, le modèle, effectivement, est parfaitement adapté à tous les enfants qui sont plutôt dans l'archaïque ou un peu plus loin, et puis une fois qu'ils rentrent dans une période dite de latence, donc ils sont déjà rentrés dans une forme de relation triangulée ou triangulaire, oedipisée ou pas oedipisée, peu importe. Là, j'ai l'accès au langage, l'enfant a besoin d'un thérapeute qui va pouvoir interagir avec le langage verbal, pas seulement non verbal, et que peut-être là, parfois de ce que je vois en supervision, peut-être il n'y a pas assez de background en 3 ans, c'est difficile évidemment. Mais quand même, pour revenir à l'archaïque et aux formations personnelles que vous faites et que je trouve vraiment fondamentales dans cette formation ici au couturier, et c'est pour ça que j'y suis encore, parce qu'il n'y a pas beaucoup de formations de thérapeutes, des formations professionnelles qui demandent un tel engagement de vous, qu'on vous demande, il faut que vous mouillez votre chemise, hein, et c'est bien de le faire. Et c'est vrai qu'on n'est pas des oraux et qu'on n'est sans doute pas des monstres, mais je crois que quand même, on est aussi des monstres. Et que la formation personnelle, elle vous donne peut-être l'occasion, si vous vous autorisez, si vous vous sentez en sécurité pour ça, d'aller chercher vos monstres. Parce que comment allez-vous pouvoir rencontrer le monstre des enfants et aller les chercher là ils ont vraiment besoin d'être rencontrés. On n'est pas des anges. Ici, je n'ai pas vu beaucoup d'auréoles. Et ici, encore moins. Et donc, je crois que pour une forme, même, c'est aussi un peu en vogue au niveau de l'éco-psychologie, prendre soin de l'environnement, de la nature pour prendre soin de soi, etc. Mais on doit d'abord rencontrer nos monstres, réellement. Donc, voilà. Oui. Peut-être faire encore une remarque au sujet de l'odeur. Je n'ai pas été pratique de psychomotricité, je suis psychiatre et pédopsychiatre, donc je pensais à des situations d'adultes, et j'avais envie de dire odeur et tabou. Enfin, moi personnellement, il y a des consultations où, alors je continue à réfléchir et à écouter, mais je suis un peu en apnée, entre guillemets. Enfin, je fais des consultations en apnée, c'est rare, mais
par exemple, des situations d'adultes qui ont une odeur vraiment qui ne se lavent pas, ça fait partie de leur problématique. Et je trouve que c'est un sujet, pour moi, inabordable. On peut aborder pour moi tout le reste. Et j'attends que la personne vous dise quelque chose, peut-être du fait que dans d'autres situations, par exemple, elle est éloignée, enfin, les gens s'éloignent d'elle. J'attends l'occasion, mais parfois il n'arrive jamais de pouvoir que quelque chose puisse être dit de ça. Vous n'avez jamais pensé... Peut-être l'idée de l'odeur et du tabou, parce que je crois que tout le reste, et bon, moi j'organise ma consultation, c'est-à-dire que je prévois 5 minutes, donc je raccourcis de 5 minutes, parce que j'aère après, et je vais à la fenêtre respirer, enfin, parce que j'ai besoin, je me sens en effet envahie de l'odeur, mais je ne peux pas l'aborder. J'attends qu'elle soit abordée. Parfois, ça n'arrive jamais. Ça sert à repousser l'ennemi aussi. Hein. Mais est-ce que vous voyez, à travers ce que vous dites, à quel point c'est un langage et comment cette personne vous empêche de respirer? Alors, le sens profond que ça a dans la relation entre elle et vous, c'est quelqu'un qui vous empêche de respirer. Et ça, vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, le lui dire. Oui, peut-être la frontière entre des pratiques différentes, ça ne m'empêche pas de penser. Vous voyez, j'ai trouvé un aménagement, l'apnée. Enfin, voilà. C'est bien ça. Et l'odeur, c'est aussi en situation d'agression. L'odeur permet à la base à repousser l'ennemi. Donc l'odeur... Ou à attirer l'ennemi. Moi, j'avais appris à repousser, dans le stress, pour repousser. C'est comme ça que je l'ai appris. Mais ça attire aussi les phéromones. Ça attire l'ami, mais là, je parle de la mauvaise odeur. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Cette personne-là, il y a peut-être quelque chose avec, justement, qu'est-ce que je dois repousser au niveau de l'entourage. C'est une très bonne porte qui a été ouverte sur l'odeur, parce qu'il y a quelque chose, le problème c'est de donner une forme. Parce que quand on est en thérapie et qu'il y a par exemple qui sont agresseurs, vous savez donner une forme. Oui. Je trouve que le problème de l'odeur, c'est que c'est très difficile à symboliser, c'est quelque chose qui est évanescent, on ne sait pas d'où ça vient, ça va, et c'est certainement le premier. Je pense que c'est justement un essence qui, quelque part, nous inconforte, qui nous met dans un élément justement flottant, l'odeur qui flotte autour de nous. Mais dans l'accompagnement de certains enfants, justement, en situation de déplacement autour de l'accueil, c'est aussi cette première odeur, comme aussi presque une peau, une protection, une peau. Et se détacher de cette odeur-là, c'est aussi quelque part s'éloigner de ces toutes premières perceptions dans les premiers moments d'attachement. Je pense que là aussi, il y a peut-être à réfléchir sur quel est l'impact de cette sensorialité tellement évanescente, mais qui peut venir nous toucher dans un inconfort très profond, mais qui en même temps est en écho, vraiment, dans le moins pauvre, quelque part, inscrit dedans. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir peut-être aussi ouvrir notre regard sur cette forme-là. Et à partir du moment où on peut remettre aussi en mots ces premiers éléments olfactifs qui ont été mis en lien entre les premiers liens peut-être, ou les premières sensations tactiles dans les bras de l'enfant qui ont porté ou soutenu ce bébé au tout départ, je pense que ça peut aussi à certains moments sortir de cette évanescence. Ça redonne quelque part un corps à l'odeur. Et peut-être que là, il y a peut-être une petite piste hypothétique à suivre aussi dans ces odeurs qui viennent parfois renvoyer chez nous une grande distance. Enfin voilà, petite réflexion. On va en rester là, parce qu'il est déjà midi 20.